Bienvenue dans l'émission Passé-Présent, une émission dirigée par Philippe Conrad. Philippe, bonjour. Le programme aujourd'hui? Alors, le programme de notre émission aujourd'hui, j'évoquerai tout d'abord, à l'occasion du bicentenaire du départ de Napoléon pour l'île d'Elbe, j'évoquerai son séjour dans cette petite île de la Méditerranée et les préparatifs de son retour dans un premier temps. Et puis, Marie-Thérèse nous parlera des marraines de guerre au cours de sa séquence. Et nous avons comme invité aujourd'hui Jean Monneret, spécialiste de l'histoire de l'Algérie, qui vient de publier dans le dernier hors-série de la Nouvelle Revue d'Histoire, intitulé « Conquête et société coloniale », un article, une synthèse tout à fait remarquable sur la société européenne d'Algérie, ce que l'on a coutume de désigner sous le nom des Pieds Noirs, ce qu'ils ont représenté dans l'histoire de l'Algérie, comment s'est constituée cette communauté, quelle était la réalité sociale à laquelle tout cela correspondait. Ce sont des choses généralement ignorées ici en métropole. Eh bien, nous reviendrons sur cette question. Mais tout d'abord, Napoléon à l'île d'Elbe. En effet, 1814, c'est le moment de la défaite consécutive à la campagne de France, c'est le moment de l'abdication signée par Napoléon à Fontainebleau le 6 avril. Il doit signer également le traité de Paris qui a été conclu entre ses envoyés et ceux des Alliés. Et par ce traité de Paris, il conserve, certes, sur un plan honorifique, son titre impérial. On lui promet une rente de 2 millions par an, mais il va se retrouver souverain de l'île d'Elbe, une petite île de la Méditerranée qui se trouve entre Corse et Toscane. Et il devient donc le roi de l'île d'Elbe en toute souveraineté et propriété, nous dit-on. Oui, pourquoi l'île d'Elbe? Alors, pourquoi l'île d'Elbe? Il y a plusieurs raisons qui ont poussé les vainqueurs à faire ce choix. D'abord, l'île d'Elbe se trouve quelque part entre l'Italie et la France, d'une certaine manière. Or, Napoléon était empereur des Français et a été roi d'Italie. Et même les parties de l'Italie qui se trouvent en face de l'île d'Elbe faisaient partie même des départements français à l'époque de l'Empire. Donc, il reste en quelque sorte dans ces domaines. Mais évidemment, ça ne suffit pas à expliquer ce choix. On a choisi une île parce que il sera plus facile de surveiller le vaincu du fait de la situation insulaire du territoire, car on craint Napoléon, on craint qu'il n'ait pas dit en quelque sorte son dernier mot. Oui. Alors certains ont dit, mais pourquoi pas la Corse, puisque là, il se serait retrouvé en quelque sorte chez lui, au point de départ. En réalité, le choix de la Corse n'était pas souhaité parce que c'était une manière d'entamer quelque part la légitimité de Louis XVIII, qui venait de remonter sur le trône. Il ne paraissait pas opportun de lui retirer une partie du territoire français pour le donner à Napoléon. De plus, en Corse, Napoléon était chez lui et pouvait éventuellement en faire la base de constituer une sorte de clientèle politique locale. L'attachement de la Corse à la France était quand même très récent et il avait été acquis dans les conditions compliquées que l'on sait. Donc il n'est pas paru souhaitable de retenir la Corse. Alors l'île d'Elbe, c'est un tout petit territoire, 12 000 habitants. C'est une île qui faisait partie du département de la Méditerranée créé en 1808 avec une capitale, entre guillemets, Portoferraio, qui était une petite sous-préfecture de l'Empire dans sa partie italienne. Ça paraît évidemment tout petit pour celui qui avait été le maître de l'Europe. Presque, oui. Mais il a dû être dépressif totalement. Alors, en accostant, au début, malgré l'accueil vous allez nous décrire. Au début, il est très bien accueilli. Il embarque à Saint-Raphaël sur une frégate anglaise.
Il va arriver à l'île d'Elbe. Alors les habitants, d'ailleurs les insulaires, ne sont pas au courant de ce qui a été décidé dans le cadre du traité de Paris. C'est Drouot qui accompagne l'empereur déchu qui va descendre à terre pour expliquer, nous sommes là donc au début du mois de mai, le 3 mai 1814, pour expliquer aux autorités locales, n'est-ce pas, le général Dahlem, qui est le gouverneur de l'île, ce qui se passe, c'est-à-dire l'arrivée de l'empereur. Alors le lendemain, le 4 mai 1814, il débarque, il est accueilli triomphalement par la population, un tédéum est donné dans l'église de l'île d'Elbe, il est accueilli à l'hôtel de ville, il stupéfie d'ailleurs son auditoire par la connaissance extrêmement pointue dont il témoigne à propos de l'île d'Elbe. Il faut dire qu'il s'est renseigné avant, il a préparé son affaire, et puis il s'installe, et quelques jours plus tard, il va s'installer dans sa résidence des Moulinis, qui est un bien modeste palais pour celui qui a connu évidemment les Tuileries, mais avec une salle du trône, avec un appartement prévu à l'origine pour Marie-Louise, mais qui sera occupé par sa sœur Pauline Bonaparte, Pauline Borghese. Et puis, il va pouvoir commencer dans ces conditions à gouverner son nouveau royaume. Mais combien d'hommes sont arrivés avec lui ? Oh, c'est un effectif limité. Hein. Oui, c'est une simple garde du corps. Alors, il met en place un gouvernement, entre guillemets, avec un trésorier Pérus aux finances, son Bertrand, que nous retrouverons ensuite à Sainte-Hélène à l'intérieur, Drouot, qui s'occupe de l'armée, entre guillemets, Cambronne, qui est le commandant de la place de Portoferraio. Donc, c'est une toute petite équipe qui s'installe. Il faut dire que les maréchaux, les grands, les célèbres, se sont quasiment tous ralliés à Louis XVIII. Napoléon les avait déliés d'ailleurs du serment qu'il lui avait prêté. Et puis Napoléon, il va se mettre à gouverner parce que c'est pas quelqu'un qui va rester dans l'oisiveté. Et puis c'est le moyen peut-être de soigner une sorte de dépression. Il va commencer par inspecter les fortifications, visiter les mines de fer fameuses qui faisaient la fortune de l'île d'Elbe, les carrières de marbre, s'intéresser à l'hôpital local, commander des travaux d'irrigation favorables à l'agriculture, se préoccuper de l'entretien des routes. Le colonel anglais Campbell, qui est là pour assurer une surveillance discrète, peut témoigner qu'il est toujours en mouvement. Donc une activité tout à fait considérable. C'est une série de bienfaits pour cette île, finalement. Tout à fait. En plus, avec des fêtes. On fête le 15 août la Saint-Napoléon et il y a souvent des balles, des réceptions dans le palais de Mouligny. Hein. Alors, un problème cependant, nous l'avons dit, sa sœur Pauline est là, sa mère est là, sa maîtresse polonaise Marie Walewska va faire un passage, mais Marie-Louise est absente et elle ne viendra jamais à l'île d'Elbe. C'est son père qui l'en empêche. Elle ne viendra jamais à l'île d'Elbe. Le pouvoir autrichien ne le souhaite pas. Et de ce fait, Napoléon, qui demandera à ce qu'elle le rejoigne, c'était prévu comme ça, se heurtera à un refus. Puis ensuite, Marie-Louise se consolera dans les bras du beau Neipperg. Hein, et même quand Napoléon sera revenu à Paris au mois de mars pour les 100 jours, eh bien, elle ne répondra pas à ses sollicitations à ce moment. Hein. Mais alors, pendant tout ce temps-là, il s'occupe de son nouveau domaine, mais il reste quand même attentif à ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, il est très bien informé, il y a beaucoup de navires qui passent par l'île d'Elbe, qui lui amènent des journaux, il a des informateurs même qui viennent lui rendre compte de la situation en France et lui rendre compte notamment des maladresses commises par le nouveau pouvoir, par les Bourbons restaurés. On connaît un certain nombre, ce drapeau blanc qui a remplacé le drapeau tricolore, c'est mal vu évidemment pour tous les combattants qui ont participé à l'épopée impériale. Dans l'armée, des nominations sont discutées. Certains émigrés sont réintégrés et promus. On va nommer ministre de la guerre un général Dupont qui était le vaincu de Baylen en 1808 et dans le même temps, on va mettre en demi-solde 14 000 officiers de l'armée napoléonienne. De quoi entretenir un mécontentement latent dans ce milieu.
mais pas seulement dans ce milieu. Dans les campagnes, les paysans, dans certaines régions, craignent qu'il n'y ait une remise en cause de l'abolition des droits seigneuriaux intervenue au début de la Révolution. Les acquéreurs de biens nationaux sont également inquiets de ce que peuvent être les réactions de ceux qui se considèrent comme spoliés. De plus, comme le blocus continental, bien sûr, n'est plus appliqué, les marchandises anglaises peuvent entrer très facilement sur le marché français, concurrencer les productions nationales, avec au bout du compte la faillite de certaines entreprises, une augmentation du chômage dans les villes. Tout cela crée un climat de mécontentement latent qui peut être profitable à Napoléon. Il a en plus des hommes sur place, notamment son ancien secrétaire d'État Maret, qui complote, qui constitue des réseaux de mécontents susceptibles de préparer le terrain à un éventuel retour de Napoléon. Alors, comment va-t-il se décider? Je l'ai dit tout à l'heure, il est très mécontent que Marie-Louise et son fils ne le rejoignent pas comme cela était prévu à l'île d'Elbe. Et puis en août 1815, il y a un refus très clair dans ce sens. Il apprend aussi qu'au Congrès de Vienne, qui commence ses travaux et qui va remanier la carte de l'Europe, sa situation est plus ou moins mise en cause. À mots couverts, Talleyrand, qui représente la France, de Louis XVIII, mais Castlereagh, qui est le représentant de l'Angleterre, s'inquiète de sa présence à l'île d'Elbe, préférerait le voir expédié beaucoup plus loin, dans une île des Açores peut-être, ou encore mieux à Sainte-Hélène, au large de l'Afrique, sous l'équateur. On a le sentiment que là, il serait moins potentiellement dangereux, et Louis XVIII pense à peu près la même chose. En plus de ces informations inquiétantes, Napoléon constate qu'on ne lui verse pas la rente qui était promise, qui était prévue par les accords conclus à Paris quelques mois plus tôt, ce qui évidemment change un peu la donne. Change tout à fait la donne. Il comprend bien que sa souveraineté sur l'île d'Elbe se trouve ainsi menacée. Et quand, en février 1815, un envoyé de Maret, Fleury de Chaboulon, vient le voir à l'île d'Elbe, lui présente un exposé complet de la situation que je viens d'évoquer et l'encourage à revenir en France, eh bien, il va franchir le pas. Alors, comment faire? Parce que, bien entendu, il est l'objet d'une certaine surveillance. Comment procéder? Peut-il revenir par l'Italie? Murat est encore en place à Naples, mais on sait que son trône est fragilisé. Talleyrand à Vienne est en train de s'activer pour que l'on restaure les Bourbons à Naples. Donc les choses ne sont pas très certaines de ce côté-là. Et puis le royaume de Naples n'a jamais été véritablement acquis à la cause napoléonienne, à la différence d'autres régions d'Italie. En Italie, la flotte anglaise est installée en force à Gênes. Il y a une garnison autrichienne à Milan de près de 50 000 hommes très forte. Bon, là, les choses, on le voit, sont assez compliquées. Il pourrait éventuellement débarquer en Corse. Mais en Corse, le gouverneur de la Corse, nommé par Louis XVIII, il a 4 000 hommes sous ses ordres. C'est un ancien chouan, donc c'est pas quelqu'un avec lequel on peut. Il risque de pouvoir s'entendre. Donc, finalement, le choix est peut-être le plus inattendu, le plus surprenant, c'est de débarquer directement en France. Et comme juste à ce moment-là, le fameux colonel Campbell, qui est là pour théoriquement le surveiller, annonce qu'il va partir en déplacement à Florence, c'est le moment peut-être de filer à l'anglaise, oui, si l'on peut s'exprimer ainsi. Alors, effectivement, on connaît l'histoire. Napoléon va quitter l'île d'Elbe, il va venir débarquer à Golfe-Juan, et puis après, on connaît l'épisode fameux du vol de l'Aigle qui va arriver à Grenoble, à Lyon, oui, qui va rallier tous ceux qu'on a envoyés, face à lui, qui triomphalement va regagner les Tuileries à la fin du mois de mars 1815. Alors, la question a été posée par certains de savoir si, après tout, l'attitude des Alliés n'était pas un piège. Ce colonel Campbell qui s'en va juste au moment où des rumeurs circulent sur une éventuelle tentative de fuite de Napoléon, l'absence de navires anglais
Pourtant, ils sont présents en Méditerranée, l'absence de navires anglais pour gêner ce retour. 2 frégates françaises au large des côtes méditerranéennes qui n'ont rien vu passer non plus. Alors, certains ont dit oui, on l'encourage tacitement en quelque sorte à tenter le coup pour pouvoir l'appréhender, l'accuser d'avoir violé les accords conclus à Paris et puis l'expédier, là, pour cette fois pour de bon, dans un archipel beaucoup plus lointain. On n'a aucune preuve à ce sujet et puis on constate qu'il n'y a eu aucune tentative pour l'arrêter avant le débarquement de Golfe-Juan, ce qui correspondrait plutôt à ce scénario. Alors, encore plus machiavélique, certains ont dit oui, mais il fallait le laisser aller jusqu'à Paris, reprendre le pouvoir, comme ça on aurait l'occasion d'une nouvelle guerre, pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Parce que le régime de Louis XVIII peut être un petit peu fragile dans cette France qui nous a donné tellement de soucis pendant carrément un quart de siècle, qui n'accepte pas aussi facilement le pouvoir restauré. Tout cela a été un petit peu alimenté aussi par le fait que Napoléon, quand il s'est trouvé confronté à Ney, chargé de l'arrêter dans sa marche sur Paris, a déclaré à celui-ci que l'Autriche l'avait encouragé à partir. Et il est vrai qu'à l'époque, l'Autriche était en dispute avec la Prusse et la Russie quant à l'avenir du royaume de Saxe. Là, nous repartons vers le congrès de Vienne. Et cet argument, Napoléon en a joué vis-à-vis de Ney. Mais il a raconté ensuite à Sainte-Hélène que c'était un mensonge, qu'il avait inventé cela justement pour susciter l'adhésion de son maréchal Ney. Donc, ce que l'on peut penser, c'est que cette hypothèse du piège qui a été avancée ne tient pas la route. En fait, Napoléon a joué un coup de dé, il a fait un pari, et c'est un pari qui s'est avéré gagnant pour un temps, puisque ça a duré 3 mois, et ça s'est mal terminé, comme on sait, le 18 juin 1815 à Waterloo. Oui. Voilà. Merci Philippe. Voilà. Alors je crois, Marie-Thérèse, que vous allez évoquer maintenant pour nous les marraines de guerre. Les marraines de guerre, oui, puisque Catherine Gourin m'a confié sa chronique. Elle m'a proposé d'évoquer ces femmes, trop souvent oubliées peut-être, qui ont joué tout de même un certain rôle lors du premier conflit mondial. Nous nous remettons en situation, automne 1914, au fur et à mesure des semaines, évidemment l'enthousiasme va commencer à s'effriter, évidemment les illusions s'envolent et les conditions de vie des combattants sont de plus en plus difficiles. Et le danger est que le moral, bien sûr, tombe, et un soldat sans morale, ce n'est pas une façon de gagner la guerre. Et il faut reconnaître que ce sont des femmes, l'une d'entre elles particulièrement, qui ont eu une idée originale, donc fédérée par une certaine mademoiselle Marguerite de Lens, d'établir une correspondance entre des femmes à l'arrière et les hommes du front. Il faut dire que ces hommes, qui avaient la vie de plus en plus difficile, donc, n'attendaient qu'une chose souvent, c'est l'arrivée du courrier. Le courrier des leurs, qui leur donnait des nouvelles, qui leur apportait un peu d'affection, parfois un colis qui arrivait tant bien que mal, avec quelques douceurs à l'intérieur. Mais les semaines avançant, ce courrier va arriver de plus en plus difficilement, d'autant plus que si les familles de ces soldats sont sur les lieux du conflit, là, le courrier n'arrive plus du tout et il n'y a plus de contact avec la famille. Donc, venant de l'arrière, venant de Paris, les courriers de ces marraines vont arriver un peu plus sûrement. Cette Marguerite de Lens appartient à une grande famille, conservatrice, catholique. D'ailleurs, le terme marraine de guerre est bien significatif. Et elle va rallier avec elle de plus en plus de jeunes femmes qui vont se lancer donc dans cette correspondance. Alors, elles vont avoir l'appui de l'Écho de Paris. Ce n'est pas rien, c'est une revue évidemment, un journal célèbre, qui va donc les aider, faire passer des annonces, faire passer ces courriers, aider donc à être un intermédiaire essentiel
entre le front et l'arrière. Nous sommes tout au début de l'année 1915. Quelques mois après, Madame Bérard, une dame fort respectable, va, elle, aussi établir une œuvre nouvelle qui va s'intituler « Mon soldat ». J'ai oublié de vous dire que Mademoiselle de Lens avait intitulé son œuvre « La famille du soldat ». Revenons donc à Mon soldat. Alors, Mon soldat va avoir l'immense honneur d'être soutenu par le ministre de la Guerre lui-même, M. Alexandre Millerand. Du coup, bon nombre de journaux, de revues vont servir là d'intermédiaire à Mon soldat. Et donc va s'établir cette correspondance, parrainage, marrainage, bien doux entre ces dames, ces demoiselles qui sont une oreille attentive à ces pauvres soldats dont la vie est de plus en plus difficile. Il faut reconnaître que tout n'est pas aussi merveilleux qu'il le peut le sembler et on est obligé d'émettre quelques réserves. Car rapidement, il va y avoir quelques dérives. Ainsi, un journal qui s'appelle Fantasio, on va dire un journal un petit peu plus léger, va lui fonder une association qui va s'appeler Flirt sur le front. Vous voyez que là, évidemment, nous ne serons plus tout à fait dans la même optique. Et les entretiens, les correspondances vont avoir une allure un petit peu plus légère. Si bien que les âmes bien pensantes vont s'insurger. Déjà, ces âmes bien pensantes trouvaient bien hardi que des jeunes filles, sans permission, ainsi, s'adressent à des inconnus, entretiennent un lien avec des inconnus, fussent-ils de courageux soldats, et voilà un peu l'entreprise entachée, si je puis dire. Et puis, l'armée elle-même va s'inquiéter. Est-ce que parmi toutes ces demoiselles, il n'y aurait pas quelques espionnes? Nous sommes là au printemps 1915, même au début de l'été, et on cherche un peu les raisons de l'échec du chemin des dames. Est-ce que ces demoiselles ne cacheraient pas quelques espionnes qui auraient connu la stratégie de Nivelle, ce qui expliquerait cet échec cuisant? Donc, peu à peu, les correspondances vont avoir beaucoup plus de mal à rester entre l'arrière donc et le front. D'autant plus que le ministère de la Défense va s'en mêler, va demander à la Poste une surveillance très précise de ces courriers, tous ceux qui seront un peu vagues, qui n'auront que quelques initiales pour signature, peut-être serait-ce des codes, tout cela va être écarté, va être même supprimé. On va jeter beaucoup de ce courrier. Pendant ce temps-là, il faut dire que les soldats anglais ont l'interdiction, eux, absolue, d'entretenir un courrier avec ces jeunes femmes de l'arrière. Mais tout de même, nous allons rester positifs. Ces courriers, ils vont exister. Ils vont certainement encourager ces soldats, même si, encore une fois, les âmes bien pensantes vont dire que l'image du héros inattaquable, dont le courage est ferme malgré les difficultés, ce portrait du héros est un peu affaibli, eh bien, malgré tout, les poilus seront heureux d'avoir ces lettres. Et puis, pour nous, ces lettres, eh bien, ce sont des documents absolument précieux, car nous avons ainsi une sorte de journal des tranchées, finalement. Et que seraient les archives si nous n'avions pas ces lettres, car il en reste beaucoup, heureusement. Et puis peut-être la meilleure façon de conclure, c'est de dire que lors du second conflit mondial, eh bien, très vite se mettront en place d'autres marraines, descendantes de celles du premier conflit mondial. Il y aura d'autres marraines pour la Seconde Guerre mondiale qui tâcheront de soutenir le moral des combattants.
Merci infiniment Marie-Thérèse pour cette évocation tout à fait émouvante. Un petit point de détail, un petit lapsus, c'est 1917 le chemin des dames, c'est pas 1915. Oui, 1917, voilà. Bien sûr, important pour nos amis de TV Liberté qui aiment la précision. Alors, mille pardons, et nous continuons notre chronique. Nous continuons avec notre ami Jean Monneret, qui est un historien spécialiste, on le sait, de la guerre d'Algérie, qui a réalisé une thèse qui a fait date sur les derniers mois de l'Algérie française, qui a mis en lumière les événements d'Oran du mois de juillet 1962, qui a publié récemment un ouvrage remarqué consacré à Albert Camus et le terrorisme, et qui, dans la nouvelle revue d'histoire, je le disais tout à l'heure, dans la dernière livraison du hors-série numéro 9 de la nouvelle revue d'histoire consacrée au thème des conquêtes et sociétés coloniales, nous a présenté une histoire de la communauté européenne, de la société européenne d'Algérie. En gros, ce que, par convention, on désigne sous le nom de pieds noirs, désignation d'ailleurs assez tardive, je crois. Alors, Jean Monneret, cette Algérie qui a été française, si l'on résume, entre 1830 et 1962, on a vu s'y constituer une société qui est venue se greffer sur ce territoire d'outre-Méditerranée, une société européenne, alors qui a été composée à partir de quels éléments? Je crois qu'il y a eu des strates successives, exactement, une sédimentation progressive de populations d'origines diverses qui ont finalement, au bout du compte, créé cette communauté qu'on va appeler ultérieurement la communauté pieds noirs. C'est vrai. Tardivement, en effet, le terme de pieds noirs en Algérie, mais il était antérieur au Maroc, d'après ce que j'ai pu apprendre à ce sujet. Cette société dont nous parlons, Société européenne d'Algérie, se constitue effectivement par des strates diverses. Alors d'abord, il faut savoir que les militaires qui ont conquis l'Algérie, conquête qui a duré tout de même 17 ans, donc qui s'est poursuivie jusqu'en 1847. Et la Kabylie, même encore un petit peu plus tard, sous le Second Empire. Plus tard, la Kabylie. Les militaires donc, qui ont conquis l'Algérie lancent eux-mêmes cette idée qu'il faut coloniser, c'est-à-dire qu'il faut établir des Européens, des agriculteurs européens. Pourquoi? Eh bien parce que cette possession de la France outre-Méditerranée a besoin d'être consolidée, renforcée. Donc la présence d'agriculteurs européens paraît toute naturelle aux militaires qui l'organisent eux-mêmes et qui parfois incitent certains de leurs soldats, lorsqu'ils arrivent au terme de leur service, qui à l'époque dure 7 ans, à s'installer, comme la plupart sont originaires de territoires ruraux, donc en France, et donc de s'installer comme agriculteurs en Algérie. C'est le modèle du soldat paysan cher à Bugeaud, ça. Exactement. Et il y a ça. Mais il y a aussi des civils qui viennent s'installer. Alors, d'abord, tous ceux qui ont le goût de l'aventure et qui pensent que dans cette nouvelle possession française, ils vont peut-être avoir un niveau de vie supérieur, enfin, donc améliorer leurs conditions de vie. Il y a aussi tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont en délicatesse sur le plan politique avec le pouvoir de l'époque. Il faut savoir qu'il y a quand même, alors vous avez fait allusion tout à l'heure aux Bourbons, ensuite on aura les Orléans, entre les deux il y a eu la Deuxième République. Bref, chaque fois avec la France de cette époque est assez agitée. Et alors il y a des gens comme ça que l'on éloigne vers l'Algérie. Bon. Donc ça, ce sont les oui, débuts. On voit bien, on repère bien les moments. Il y a les journées de juin 1848, voilà. Il y a le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 51. Plus tard, il y aura les communards en 71. Et puis alors, il y a, à un certain moment, on se rend compte tout de même que la population française, à cette époque-là, est 10 fois supérieure aux habitants indigènes de l'Algérie. Donc on pense qu'il va y avoir tout naturellement un surplus de population française qui va s'installer en Algérie.
ce qui aura comme conséquence de soulager un petit peu le pouvoir local français de certaines difficultés économiques, etc. On s'apercevra assez vite que cette situation, cette population française n'est pas assez importante malgré tout. Oui, et au XIXe siècle n'est pas assez dynamique parce que la France est entrée la première dans la transition démographique dès cette époque-là. Exactement. Et donc, déjà vers le milieu du XIXe siècle, c'est très sensible. Et cette idée qu'on allait comme ça coloniser l'Algérie avec un surplus de population française, cette idée recule. Et on va tout simplement faire appel à d'autres populations du bassin méditerranéen, notamment les Italiens, les Espagnols, qui à l'époque ont une démographie encore très vivace. Puis alors il y a un petit îlot de la Méditerranée, qui n'est pas celui dont on parlait tout à l'heure, mais l'île de Malte, qui fournira aussi un contingent important d'habitants à ce nouveau territoire algérien. Et voilà comment les choses se sont faites. Alors, sachant, il faut le rappeler aussi, que pour les Espagnols, ce n'était finalement qu'un retour, puisque Oran fut espagnol du début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe. Exactement. Par exemple, et les Espagnols vont s'installer essentiellement dans cette partie occidentale de l'Algérie, alors qu'à l'inverse, les Italiens, ils seront dans ce qui va devenir la Tunisie ensuite, la Tunisie française, et puis plutôt vers la région du Constantinois, dans vers Philippeville, vers ces régions-là. Voilà, exactement. La capitale, Alger, regroupant des populations d'origine plus métropolitaine, mais également avec, alors, encore un îlot, des îlots, un archipel plutôt, qui a fourni beaucoup d'immigrants à l'Algérie, les îles Baléares. Les îles Baléares, et oui. il était courant, des villages entiers, même, ont été peuplés on appelait en Algérie des Mahonnais. Des Mahonnais, oui. Pas tout à fait, le terme n'est pas tout à fait approprié, mais enfin, il est explicite. Donc, beaucoup de gens qui sont venus des îles Baléares. Alors, voilà comment s'est formée donc cette population européenne d'Algérie. Alors, la France, une fois installée, à l'époque donc de la monarchie de Juillet, on connaît les étapes, hein, la conquête d'Alger, ensuite la conquête de l'arrière-pays, la lutte contre Abdelkader, etc. Le tout complété, on l'évoquait tout à l'heure, sous le Second Empire, avec la main mise sur le foyer de résistance kabyle. Il y a plusieurs visions qui vont s'opposer quant à la politique qu'il convient de mettre en œuvre pour gérer ces territoires qui viennent d'être conquis, qui viennent d'être pacifiés. Et ça, c'est un point important pour la suite. Par exemple, sous le Second Empire, on a le sentiment que c'est le choix des fameux bureaux arabes de l'armée qui va s'imposer à travers la doctrine, si l'on veut, formulée par Napoléon III du royaume arabe. Alors il faut dire aussi que les bureaux arabes remontent à Bugeaud. Donc vous faites allusion au Second Empire, mais c'est la continuation, en quelque sorte, de cette politique des bureaux arabes. Alors c'est extrêmement intéressant parce que l'armée, qui joue un rôle très important dans cette colonisation de l'Algérie et qui a la réalité du pouvoir finalement. Souvent les bureaux arabes, alors on appelle ça les colonies, les colons qui sont hostiles au régime militaire, qui le trouvent un petit peu trop pesant, appelle ça le régime du sabre. Le régime du sabre, c'est ça. Et alors, en fait, c'est très intéressant parce que les militaires de cette époque-là, et ensuite le Second Empire reprendra cette doctrine, ne conçoivent pas l'Algérie comme un pays devant être assimilé. Pour eux, c'est même, ils n'ont pas, si vous voulez, l'esprit jacobin tel qu'on le verra, au contraire, se répandre dans ce pays à partir de la Troisième République. Oui. Ils ont cette idée que les indigènes d'Algérie, alors on les présente toujours comme des Arabes, ce qu'ils sont, dans une certaine mesure. Il aurait mieux valu dire arabo-berbères, mais enfin, n'entrons pas dans trop de détails, même si ce n'est pas un détail. Donc pour eux, ces indigènes, ces autochtones, sont des gens qui ont leur propre culture, qui ont leur propre identité, disons-le,
Et il n'est pas question d'en faire des Français. Et c'est pourquoi l'empereur prit le fameux Senatus Consult du 14 juillet 1865, je ne me trompe pas, oui, qui définissait les habitants d'Algérie, donc c'est-à-dire aussi bien les Européens qui étaient venus s'y installer que les autochtones, comme français, n'est-ce pas? Ils sont français. Ceci dit, alors ceux qui étaient musulmans continuaient d'être régis par le droit musulman. Par la charia. Et ceci montre que cette politique de l'empereur qui avait ce projet, n'est-ce pas, du royaume arabe. Il se voyait un peu comme, si on peut dire, comme la reine d'Angleterre, qui était à la fois reine d'Angleterre et impératrice des Indes. Donc lui, il se voyait comme empereur des Français et aussi empereur des Arabes. Voilà. Bon, alors, c'était quand même une politique qui était assez élaborée. Alors, dans l'article, je fais allusion à Ismaël Urbain, qui était un des conseillers de l'empereur, lui-même d'ailleurs converti à l'islam, et qui avait des idées. Alors pour lui, il n'était pas question de coloniser. Pour lui, la colonisation, c'était un anachronisme. C'est ça, c'est intéressant à l'époque du Second Empire d'entendre des formules de ce genre, alors que la colonisation va battre son plein à la fin du siècle. La colonisation finalement conçue comme une assimilation d'un territoire, c'est une politique républicaine. C'est ça. Et elle a été faite par des gens qui ont l'esprit jacobin et pour qui, alors, j'ai essayé de réfléchir à tout ça. Je pense que pour les hommes de cette époque-là, les hommes de la Troisième République, qui remplacent donc le Second Empire, je pense que pour eux, ces politiques ethno-différentialistes n'avaient pas de sens parce que la notion d'identité leur échappe un petit peu. Oui, ils sont les champions de la République universelle. Voilà, ils veulent fabriquer des citoyens du monde, débarrassés de toutes leurs identités, de leurs racines. Je pense que l'erreur... ça justifie l'expansion coloniale de l'époque. Voilà. Et je pense que... Oui, c'est vous, d'ailleurs, je crois, qui avez dit que c'est une première phase de la mondialisation. Oui. Je crois que... Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à mon avis, l'erreur de ces jacobins va être qu'ils s'imaginent que les gens sont interchangeables et que donc on va faire de tout ce monde qu'il y a en Algérie, qui est quand même très divers, puisqu'il y a non seulement parmi les autochtones, parmi les Européens il y a des différences, mais parmi les autochtones il y en a aussi beaucoup plus qu'on ne pense, puisqu'il y a des Berbères, il y a des arabophones, il y a des communautés dans le sud qui ont un particularisme très fort. Et alors tout ça va devenir citoyen de la République. Vous pensez aux Mozabites, par exemple, qui sont des Berbères, mais qui en même temps sont religieusement parlant, sont des Kharidjites. Des Kharidjites, c'est ça, tout à fait. Et puis il faudrait ajouter aussi dans le Grand Sud aussi les Touaregs, qui constituent encore une autre réalité, une autre communauté, bien sûr. Alors donc cette Troisième République, elle envisage donc l'Algérie, puis les autres colonies d'ailleurs, dans une perspective résolument assimilationniste. Assimilationniste. Voilà, et ça s'inscrit tout à fait dans la vision progressiste de la colonisation, quand Jules Ferry affirme que les races supérieures ont naturellement le droit de s'installer dans ces pays-là pour amener vers le progrès, amener vers tout ce qui a apporté la science européenne, ces populations. Il y a une idée, évidemment, pour comprendre tout ça, il faut aussi, ce n'est pas facile, se replacer dans le contexte de l'époque. Et on peut juger, évidemment, aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu, comment dirais-je, en porte-à-faux, mais les gens de cette époque-là croient très fermement qu'ils apportent le progrès, qu'ils sont là. Oui, bon. Et dans une certaine mesure, même dans une large mesure, ils vont effectivement apporter un progrès qui va être le progrès médical, qui va être l'enseignement. Alors il y aura beaucoup de réticence chez les autochtones au début parce que cet enseignement se présente comme laïque. Or pour eux, ce n'est qu'assez tardivement que les familles musulmanes accepteront d'envoyer leurs enfants à l'école républicaine. Et il y a évidemment d'autres aspects du développement, l'urbanisation. Oui, puis l'aspect démographique.
la révolution sanitaire qui va faire qu'il y avait à peu près, vous allez me contredire si je m'avance trop vite, mais il devait y avoir à peu près 2,5 millions d'habitants à l'époque de la conquête. Il y en aura 10-12 millions quand nous partirons en 1962. Exactement, et surtout l'élan devient considérable à partir des années 30, parce que donc dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, le phénomène démographique en Algérie va être tellement intense que pratiquement la population, alors entendons-nous bien, la population autochtone, la population arabo-berbère double pratiquement tous les 20 ans, ce qui rend très difficile de mener une politique de progrès social. Et voilà, ce qui pose aussi toute la question, le débat sur la pérennité de l'Algérie française telle qu'on l'a connue. Voilà. Alors je ne vous apprendrai pas, mon cher Philippe, qu'il y a toujours eu de toute façon, et dès le début, dès 1830, il y a toujours eu un parti anticoloniste en France. Alors il y avait des colonistes, on disait ça comme ça à l'époque, des colonistes et des anticolonistes. Tocqueville est très critique sur la colonisation de l'Algérie, par exemple. Oui. Alors il y avait un certain homme politique français, un député représentant à la Chambre, qui s'appelait, le nom se retient facilement parce qu'il s'appelait De Sade. Il a laissé son nom comme un des principaux opposants à la colonisation de l'Algérie. Mais évidemment, ce courant s'est maintenu à travers toute l'histoire de l'empire colonial français, enfin du second empire colonial français, puisqu'il y en avait eu un sous les rois aussi. Et donc cette opposition en France même à la colonisation du pays, alors qui après va s'épanouir dans la fameuse doctrine cartieriste, mieux développer la Corrèze que le Zambèze, et à l'époque de la guerre d'Algérie, on va retrouver ce débat-là, évidemment, va de nouveau s'ouvrir. Et pourtant, l'Algérie, le temps aidant, quand on va arriver au début du XXe siècle, avec notamment la guerre mondiale, à laquelle les populations indigènes prennent une part, ce qui fait que des fraternités d'armes vont se constituer. On a vraiment le sentiment, au sortir de cette guerre, que l'Algérie, c'est la France. Et personne ne le met en question. Il y a bien un mouvement nationaliste, Messaliadj, l'étoile nord-africaine, etc. Mais globalement, la question ne se pose pas véritablement. Je me suis penché sur le centenaire de l'Algérie en 1830, les célébrations du centenaire. Il y a une sorte d'unanimisme, à l'exception du Parti communiste qui fait de l'anticolonialisme à l'époque l'une de ses marques de fabrique, sur les conseils du Comintern, de la Troisième Internationale, à l'époque il soutient Abdelkrim lors de la guerre du Rif, etc. À l'exception du Parti communiste qui représente, il faut bien le dire, dans ces années-là encore relativement peu de choses dans la société française, de la gauche à la droite, il y a désormais une unanimité pour considérer les choses comme acquises, et on célèbre le centenaire de la conquête de l'Algérie comme quelque chose de parfaitement positif. On fait le bilan de ce que cette conquête a apporté. Un président de la République fait le déplacement pour les fêtes du centenaire. Exactement. C'est Doumergue ou c'est Lebrun Je pense que c'est Doumergue. Je pense, oui. Je pense. C'est le deuxième. Lebrun, je le vois un peu plus tard. Il vient après. Pour les fêtes du centenaire, c'est 1930, ça doit être encore Doumergue. Voilà. Oui, c'est Doumergue. Gastounet, bien connu par son surnom. Alors, vous faisiez allusion au Parti communiste, et c'est très intéressant parce que jusqu'à cette époque-là, jusqu'en 1935, en fait, le Parti communiste, il n'y a pas de Parti communiste algérien. Ce sont des sections algérienne du Parti communiste français. Ce n'est qu'assez tardivement, vers 1935, à l'époque justement où Camus, j'en parle dans mon autre livre, à l'époque où Camus adhère au Parti communiste algérien, celui-ci est tout frais. Il vient de se créer sous l'impulsion d'un certain Chintron, que l'on retrouvera plus tard d'ailleurs
parmi les cadres du Parti communiste français. Il était allé en Algérie pour faire cette opération d'algérianisation du communisme. Parce que je crois que c'est intéressant d'insister sur ce qu'était la représentation de l'Empire et de l'aventure coloniale dans ces années-là. C'est illustré de manière éclatante par le succès de l'exposition coloniale de 1931 au bois de Vincennes. Il y a des millions de visiteurs qui vont se déplacer pour assister à cette espèce d'exaltation de l'œuvre coloniale de la France. Avec, je crois, si je suis bien renseigné, une reconstitution d'Angkor. Oui, tout à fait. Il y a une reconstitution d'une partie du temple d'Angkor Wat, il y a une reconstitution de village africain, de la mosquée de Djenné. C'est colossal, tout à fait considérable. Ça va rencontrer un succès énorme auprès de l'opinion, auprès du public à l'époque. Dans notre avant-guerre, Brasillac l'évoque d'ailleurs en disant que c'est un peu un souvenir un petit peu nostalgique d'une France qui n'était pas encore vraiment accablée par la crise. Ça apparaît un peu comme un des derniers bons souvenirs avant les années sombres, difficiles qui vont commencer ensuite. Alors c'est l'époque de la fierté coloniale. Voilà. Je crois que c'est comme ça que vous l'avez intitulé. L'époque de la fierté coloniale, c'est intéressant de le rappeler parce qu'évidemment on a inversé complètement. Le système de valeurs depuis. Voilà. On est maintenant dans l'époque de la culpabilité coloniale. Alors les deux postures étant à l'évidence toutes deux exagérées. À l'époque de l'Empire colonial, il y avait des problèmes qui ont été... Il y avait un certain triomphalisme, il faut le dire, il y avait un triomphalisme qui s'inscrivait aussi dans la conviction, dans la bonne conscience d'une mission accomplie. C'est Léon Blum qui, après Jules Ferry, se félicite que les races supérieures puissent coloniser les races inférieures. Alors il faut se replacer dans le contexte de l'époque, mais c'est quelque chose qui est admis. Il faudra les années 60, la fin de l'Empire colonial, la fin de l'Algérie française notamment, pour que là, il y ait un renversement de perspective complet. Alors il faut dire aussi, parce que bon, si on veut parler des évolutions ensuite subséquentes de ce qu'on appelait l'Algérie française, il faut dire aussi qu'il y a au Proche-Orient un essor du nationalisme arabe, en même temps que l'Empire ottoman commence à s'écrouler. Il y a un essor évidemment du nationalisme arabe, lequel va avoir des échos aussi au Maghreb. Et donc, il existe des mouvements nationalistes. Alors, je crois que tout le monde a entendu parler, évidemment, de l'étoile nord-africaine, de Messa Liadj, mais il ne faut pas oublier non plus le mouvement des oulémas, du Cheikh Ben Badis. Alors ça, je crois que ça a été beaucoup sous-estimé comme composante du nationalisme en Algérie. Et bien sûr, c'est ça, vous soulevez un point très important et qui vaut ailleurs qu'en Algérie d'ailleurs, dans la réaction à l'empire, au colonialisme européen ou à l'impérialisme européen, on a valorisé généralement depuis l'Europe les mouvements de type nationaliste laïque, le Baas syrien, le mouvement nassérien en Égypte, Bourguiba en Tunisie, dans une certaine manière donc Messa Liadj en Algérie, et on a sous-estimé considérablement, parce qu'on considérait que c'était un petit peu une impasse, la contestation religieuse. Or, en Algérie, vous avez parlé du Cheikh Ben Badis, mais ce rôle-là, il est joué en Égypte par les frères musulmans, par exemple. Ce sont les ancêtres des islamistes d'aujourd'hui. Qui sont les ancêtres des islamistes d'aujourd'hui. Et qui ont cette force de gagner les sociétés où ils sont présents, et souvent en profondeur. Oui, parce qu'ils privilégient l'action sociale par rapport à l'action proprement politique. Ils sont dans une autre logique qui est différente de la logique partisane, je dirais, classique, et inspirée du modèle européen, qui était celle d'un parti Baas, par exemple. Alors, ceci dit, avant la guerre, le mouvement des ulamas de Ben Badis, même eux, n'est-ce pas, ils vont de manière très précautionneuse lorsqu'il est question d'émancipation, d'indépendance. On n'en parle pas comme ça. Et Ben Badis, on a des citations de lui où il dit qu'il faut différencier
la nationalité ethnique et la nationalité historique. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais il ne rejette pas la nationalité française, à proprement parler, dans les années 30. Bien sûr, parce que cette nationalité-là, c'est secondaire pour lui, qui est attachée non pas à l'idée de watan, de nation, mais à l'idée d'oumma, de communauté musulmane. Exactement. Alors, revenons-en à la communauté européenne d'Algérie, la communauté pied-noir. Comment se présente-t-elle au milieu du XXe siècle, en 1950, au moment où va se déclencher la guerre d'indépendance et quelques années avant qu'elle ne disparaisse d'Algérie? Alors, il est très important de souligner qu'à cette époque-là, c'est-à-dire à partir du XXe siècle, la communauté des Européens d'Algérie n'a plus une vocation agricole centrale. Et il n'y a que 2% de cette population qui est entre-temps montée à 1 million. Oui. On est arrivé à 1 million d'Européens en Algérie. Mais à peine 2% de cette population vit encore à la campagne. Donc, c'est une population qui est massivement urbaine et qui exerce finalement tous les métiers, comme en Europe, quoi. Et donc, on a des gens qui sont commerçants, des gens qui sont fonctionnaires, avec toute la variété que cela implique. Je le dis, ça me paraît important, parce que en Europe, en France à l'époque, en métropole, à l'époque, c'est l'inverse. La population agricole est toujours majoritaire. Ça va se renverser ensuite, mais lentement. Ouais. Et donc, ce n'est pas le cas en Algérie. Et donc, alors, en 1950, à plus forte raison, vraiment, ceux que l'on appelle les colons, c'est quelques milliers de personnes, peut-être à peine 20 000, même moins de 20 000. Oui, en comptant là-dedans les petits propriétaires, les petits exploitants. Exactement. Et Germaine Tillon, qui n'était pas spécialement une adepte de l'Algérie française, évaluait les colons riches à 300. Voyez. Oui, c'est ça. Une sorte d'oligarchie, mais enfin finalement très réduite en nombre. Mais peu nombreuse. Influente, certainement. Et alors, pour le reste, cette population, comme je le dis, exerce les mêmes métiers qu'en Europe. Et avec les mêmes, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est avec les mêmes tendances politiques. La vie politique en Algérie ressemble beaucoup à la vie politique en France, jusque y compris le syndicalisme, le poids du Parti communiste sur le plan électoral, 25%, des choses comme ça. Voilà ce que l'on peut dire. Quartier de Bab el-Oued, je crois, il y a des représentants communistes. Absolument. À Bab el-Oued. Mieux que ça, si j'ose dire mieux. Il y a eu un maire communiste à Oran. Une brève période, monsieur un certain Zanet-Taxi, si je ne me trompe. Et puis il y avait des députés communistes aussi, des gens comme Madame Sportis, en Oranie, Caballero. Tout ça, ce sont des pieds noirs, qui sont communistes. Avant l'insurrection, parce qu'alors après, les clivages vont devenir très différents. Et d'ailleurs, pendant la guerre civile espagnole, il y a un courant important de soutien à la République à Oran. Je crois me souvenir. Et à l'issue d'ailleurs de la guerre civile espagnole, un certain nombre de républicains espagnols vont tout naturellement venir s'installer en Oranie, où ils ont des parents d'ailleurs. Oui. Ben, merci beaucoup, Jean Monneret, de ces différents éclairages que vous nous avez donnés sur la société Pied-Noir, la Société européenne d'Algérie. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils pourront trouver votre article donc, dans la dernière livraison du hors-série numéro 9 de la Nouvelle Revue d'Histoire, qui est un numéro spécial consacré aux conquêtes et sociétés coloniales. Ils trouveront également des articles du général Fèvre, de Bernard Lugan, notamment dans ce numéro également. Merci. Merci à vous. Merci Jean et merci Philippe pour cette émission. À bientôt pour une nouvelle émission.